là, Jérôme Rotten, Daniel Riolo et Fred Hermel. After Story dans quelques instants, mais j'ai juste 2-3 petites infos à vous donner tout de même que vous n'avez pas encore ou que je veux vous rappeler. Vous dire que l'équipe de France Espoir a battu la Bulgarie 3-0 en match officiel tout à l'heure. Les Français sont premiers de leur poule, donc pour l'instant tout va bien pour Ripoll, nouveau coach des Espoirs. Le Strasbourgeois Terrier a encore marqué avec les Espoirs. Il faudrait bien de marquer avec Strasbourg un peu celui-là. Et puis sinon demain, il ne vous a pas échappé qu'il y a un match assez incroyable à Lille à 13h, Brésil-Japon, avec toutes les stars brésiliennes. Ouais. Bah, c'est l'heure pour que ça soit retransmis dans les deux pays à une heure correcte. Donc c'est Vaïd qui est toujours installé. 13h, une heure correcte au Brésil, au petit-déj quoi. Ouais. Ce sera 10h du matin. 10h du matin. Vaïd qui est sélectionneur du Japon. Oui, avec comme adjoint Jackie Bonnevet. Il manquait un peu de, tu vois, au petit-déj d'un côté, au dîner de l'autre. Il manquait un peu de rigueur au Japon, donc ils se sont dit on va prendre Vaïd, histoire de serrer un peu la vis. Jackie Bonnevet derrière. Avec Jackie Bonnevet et en face Neymar et la totale. Il croque Bonnevet. C'est incroyable. Chaque fois ils sont qualifiés à la Coupe du Monde les mecs. Chaque fois il arrive à choper un steak. Une petite Coupe du Monde. Ils vont faire une petite Coupe du Monde. Ils peuvent jouer la France, pourquoi pas, en fonction du tirage au sort. Et Vaïd mine de rien, 3e qualif à la Coupe du Monde. Algérie, Côte d'Ivoire, il s'était fait virer avant d'aller à la Coupe du Monde, mais ils les avaient qualifiés. Et Japon. C'est pas mal. Ah oui, ton ancien coach. Voilà. Alors, c'est vrai. Époque taupe. Époque taupe. C'est époque taupe, Vaïd. Ouais, ah oui. C'était où est la taupe dans le vestiaire. Il ne serrait pas la main. C'est lui. Et lui, c'est lui qui cherchait partout la taupe. Il a cherché longtemps. Sinon, il la cherche encore, même encore aujourd'hui, je crois. Lamouchi qui donne sa conférence de presse, la première aujourd'hui, et qui dit qu'il veut une équipe à son image. Je ne sais pas ce que ça veut trop dire. Comme on ne le connaît pas, c'est compliqué de savoir quelle est son image. Et par ailleurs, info importante quand même, Olivier Létang a dit aujourd'hui, alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai, mais enfin il l'a dit. Mais à son image, ça veut dire quoi là? Je te coupe. Je sais pas. Si c'était comme les joueurs, c'était un super joueur. Moi j'aimais beaucoup Lamouchi comme joueur. Je trouvais que c'était classe. Donc si son image de joueur c'est ça, c'était un joueur de caractère. Il était bon, il était technique. Non, mais je veux rien contre mais sinon, le joueur, je sais pas. son image, je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois. On verra. Et puis alors, Létang a expliqué aujourd'hui qu'en fait, il n'avait eu aucun contact avec Heinze. Alors vrai, pas vrai. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, alors qu'il y avait plein d'informations contradictoires. Et puis, je signale pour être complet sur la commission de discipline que Saint-Etienne et Nabil Fekir sont convoqués par la Ligue. Donc, ça veut dire quand même qu'ils vont aller au bout sur Fekir et cette histoire de célébration. Mais peut-être qu'ils vont l'entendre et qu'ils feront rien. Je veux espérer qu'ils ne se passent pas. En tout cas, ils sont convoqués le 30 novembre. Espérer quoi? Mais même qu'ils l'entendent. Non, ils vont pas le sélectionner. Ils vont aller lui casser la tête à ce qu'ils viennent faire un déplacement sur Paris. Ce sera. Mais après le soir, il pourra se faire une petite sortie à Paris. C'est sympa. Je pense pas que ça soit le style. Ça aurait été d'autres joueurs, ils seraient venus avec grand plaisir. Et puis un dernier truc sur la vidéo, vous savez qu'on est toujours attentif à ce qui se passe dans le monde de l'arbitrage vidéo dans l'after. Aujourd'hui, tu commences la brève par dire depuis combien de temps c'est utilisé, parce que ça prend plus d'ampleur ce que tu vas dire après. La fameuse vidéo à l'arbitrage, la VAR. Parce qu'on est qu'en novembre. En Italie, en Allemagne, on est démarré au mois d'août. On est même début novembre. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, Sami Khedira, c'est pas n'importe qui quand même, et Sandro Wagner ont expliqué que la vidéo à l'arbitrage, donc la VAR utilisée en Allemagne et en Italie, je cite, était une catastrophe, disent-ils. Il dit sa mise en application n'est pas bonne, c'est une cata. On dit les deux joueurs aujourd'hui. Quand on ajoute à ça ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà. Moi je disais toujours il faut qu'on essaye, puisque tout le monde veut qu'on essaye. Voilà. Bon là on va pas relancer le débat. C'est bien. Parce que de toute façon, tout le monde connaît nos positions là-dessus. On passe à l'After Story tout de suite. Fred Hermel est là et vous le savez, After Story consacré aux entraîneurs qui ont révolutionné le jeu, transformé le football. Il est où Ils sont tous. Il est avec nous en ligne ce soir. Il est pas là. L'un des 3 auteurs de ce bouquin. Il y a Raphaël Cosmidis qui était là hier. Il y a Julien Momont qui était là avant-hier. Et ce soir, on accueille Christophe Kuchli. Christophe, bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors, on a parlé de Gustave Sebes avant-hier, on a parlé d'Arrigo Sacchi hier, et ce soir on s'attaque à Johan Cruyff qui est également dans le bouquin. Je le montre là sur BFM Sport pour ceux qui l'ont pas vu, c'est chez Solar. Il est vert avec les entraîneurs en couverture, donc vous le repérerez facilement dans votre librairie. Johan Cruyff, attention, c'est parti. À chaque fois évidemment vous prenez un match en exemple pour montrer le style de l'entraîneur en question, et là on parle de la 18e
11e journée de la Liga, Barça-Real. Mon cher Fredo, nous sommes le 8 janvier 1994. T'habitais déjà à Madrid depuis longtemps, toi, hein, à cette époque-là? Ouais, depuis 2 ans. Cruyff entraîne le Barça depuis 5 ans. Son palmarès débutant en 85 à l'Ajax est déjà pléthorique. Ligue des Champions 92 avec le Barça, 4 titres de champion, 1 avec l'Ajax, 3 avec le Barça, 2 coupes des coupes, Ajax et Barça en l'occurrence. Et là, alors ce classico Barça-Real, c'est l'exemple type de sa philosophie de jeu. Pressing, technique, jeu de passe, recherche d'espace, volonté de faire à tout prix la différence par le jeu d'attaque. Il reprend le football total là où il l'avait laissé en tant que joueur et l'adapte à son époque de coach. Mais chez lui, c'est pas le système qui prédomine, il s'adapte aux qualités des joueurs. Voilà la nuance. Et là, ce 8 janvier 94, ça n'a jamais autant marché puisque le Real prend 5-0 au Nou Camp devant 100 000 spectateurs. Humiliation, leçon tactique. Le Barça joue en 3-4-3 avec devant quand même Stoïkov et Romario. Hein, c'est pas rien. C'est quand même une attaque un peu de feu. C'était la Dream Team de Barça. En face, Exactement. le Real joue en 4-5-1 avec notamment Michel, Prosinecki, Zamorano, El Helicoptero. Luis Enrique est également sur le terrain. Triplé de Romario dans ce match, un but de Koeman, un autre d'Iglesias et qui était remplaçant au coup d'envoi. Et derrière, le Barça gagne son 4e titre consécutif grâce à qui? Grâce à la Corogne, qui contre Valence manque le penalty du titre. Les 2 fautifs sont Djukic qui manque le penalty et Bebeto qui n'a pas eu le courage de tirer alors qu'il s'était dégonflé, Bebeto, qui jouait alors à Valence. Fred, tu te souviens bien de ce match? Ah bah oui, non mais lequel, le 5-0? Ouais. Ah oui, bien sûr, je m'en souviens. Bah oui. Et d'ailleurs, 1 an après, Valdano, à la tête du Real, gagne 5-0 face au Barça. Et donc c'est un petit peu l'envers de cette médaille. Oui, bah c'était un match fondateur, hein, ce match-là. Hein, c'est jamais anodin de gagner 5-0 un classico. Et là, c'était Cruyff au sommet de son art, en fait. Voilà, la trace, ça fait partie de ces matchs qui resteront dans la mémoire collective des Barcelonais. Alors Christophe, si tu devais nous redire, nous reformuler ce que Cruyff a révolutionné, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Qu'est-ce que tu nous dirais? On t'écoute. Alors, donc nous, on a appelé ça la partie de football des triangles, parce qu'avec son 3-4-3 losange, ça crée géographiquement des triangles partout sur le terrain. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment les bases du jeu de position tel qu'on le connaît actuellement. Alors, on est sur à chaque fois la recherche du 3e homme, la possession. Alors, c'est pas la possession sacralisée, sanctualisée comme ça le sera plus tard avec Guardiola, mais il y a quand même la volonté de garder le ballon pour pas prendre de but et pour créer des occasions, la création de l'espace, du pressing, quasiment autant que chez Saki, pour surtout récupérer le ballon très haut. Et c'est au-delà le fait qu'il joue toujours au sol, ça se matérialise aussi par le fait qu'il intronisent Guardiola comme numéro 6, un joueur qui lui-même, il le dit, ne sait pas défendre. Il dit aussi que Koeman ne sait pas trop défendre et il en fait son libéraux. Et finalement, c'est l'un des premiers entraîneurs qui va réussir à gagner avec un milieu défensif qui en fait sera là pour relancer, pour jouer et pas pour défendre. Et c'est tout le pivot de sa philosophie qui est finalement de jouer au foot et de se concentrer majoritairement sur la partie offensive, quitte un petit peu délaisser toutes les tâches défensives en se disant le but c'est vraiment de marquer un but de plus que l'adversaire. Et c'est vraiment, alors ce 5-0 c'est l'apogée. Alors c'est amusant parce que l'année suivante ils prennent 5-0 dans l'autre sens avec Laudrup qui a changé de camp pour partir au Real, donc du coup ça fait un peu Laudrup 10 à tous les autres 0. Et ouais, donc Cruyff c'est le génie et c'est aussi un petit peu de folie qui va lui coûter des défaites, notamment la finale de Ligue des Champions en 94, où il pense finalement uniquement à jouer et il va se faire avoir par un AC Milan beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus solide. Oui, celui-là, d'accord. Parce qu'il y a la défaite assez vite contre le Steaua de Bucarest, c'est vrai aussi. Ouais. Alors non mais ça veut dire que Cruyff. Ah mais de quoi tu parles, Fred? Cruyff ne voulait jamais. C'est pas Cruyff, c'est 86, ça n'a rien à voir. Non, mais le Barça perd une finale de Ligue des Champions à Séville contre le Steaua. Oui, mais c'est beaucoup plus vieux. Je reviens C'est en 86. Mais exactement, c'était avant, bien sûr. Alors, Christophe, ça veut dire Cruyff, le gars, en fait, c'était un peu. Bon, on parle aujourd'hui beaucoup de Bielsa sur son côté dogmatique. C'était aussi un dogmatique absolu. Ah bah oui. Ouais, dogmatique absolu. Et puis le parallèle avec Bielsa est un petit peu vrai. Alors donc du coup, moi je suis à Lille, donc je suis un petit peu ce que fait. C'est Bielsa, et Bielsa, c'est pas lui qui dirige les séances, il passe un petit peu entre les rangs comme un professeur, et puis il recadre un petit peu ce qui va pas. Et Cruyff, c'était exactement pareil, c'est pas lui qui faisait les séances, il le dit lui-même, je sais absolument pas construire une séance d'entraînement. Lui, il observait, et puis dès qu'il voyait quelque chose qui n'allait pas, il corrigeait. Et voilà, il faisait un petit peu selon son feeling, et lui, son feeling, c'était le jeu d'attaque, et toute la partie défensive, voilà, ça l'intéressait beaucoup moins.
à Zubizarreta, une fois, il aurait dit, Zubizarreta lui demandait comment est-ce qu'on défend des coups de pied arrêtés. Il lui a répondu, c'est pas mon problème, c'est le tien, donc à toi de gérer ça. Donc voilà, ça symbolise vraiment un petit peu son idée qui est, voilà, je pense le football offensif. Et d'ailleurs, les témoins qu'on a dans le livre, ces anciens joueurs nous disent que sur la partie offensive, c'est un génie absolu et qu'en quelques phrases, il arrive à se faire intégrer des choses super profondes. Par contre, voilà, sur la partie défensive, ça se voit sur quelques matchs, c'était beaucoup plus aléatoire. Alors quand tu réussis à presser tout le match très très haut, à récupérer tous les ballons, ça se voit moins parce que t'as pas à défendre. Mais c'est sûr que dès que c'est face, notamment donc le 4-4-2 de Capello du Milan en 94, là c'était, on a vraiment vu les limites de ce qu'un jeu avec beaucoup de folie, mais finalement un cadre assez large pouvait avoir comme contrepartie. Alors il y avait une limite, si tu peux. Ouais. Non, simplement, je vais préciser une petite chose par rapport à ce que tu disais. Guardiola a aussi révolutionné pas simplement l'entraînement d'équipe première, mais toute la formation du Barça. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que il a choisi, il a imposé que toutes les équipes de jeunes jouent exactement de la même manière que l'équipe première. Pour que l'évolution. Ça vient de Guardiola, c'était pas le cas sous Cruyff. Non, c'est dans Cruyff. C'est Cruyff qui a. Ah, d'accord. Oui, je me disais bien. Pour moi, c'était Cruyff qui avait fait ça. Oui, c'était Cruyff. C'est Cruyff qui a inventé ça. Et c'est vrai que la philosophie après, elle est restée. C'est-à-dire que les équipes les minimes jouent exactement aussi comme à l'Ajax. première. Donc en fait, ça, il l'a ramené de l'Ajax. Exactement. Et dis-moi juste, vu que t'es à Lille, Christophe, moi j'avais une idée pour Bielsa. Il veut pas emmener ses joueurs voir Brésil-Japon demain? Il pourrait, je pense qu'il ferait pas mal de choses du milieu brésilien notamment, mais ouais, ça pourrait être une idée. Je sais pas, c'est une idée. Parce que Bielsa plutôt que faire entraînement, aller voir Brésil-Japon, les mecs de Lille, ça peut servir. Bon, enfin bref, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Pour en revenir au parcours de Cruyff, il y a la période extraordinaire en Liga, c'est vrai à ce moment-là. Alors, je sais pas ce qu'était... Là, on est vraiment dans une période où c'est vraiment le duo. C'est Barça-Real. Autant aujourd'hui, il y a plus d'équipes. Là, on est dans une période où c'est vraiment ce duo-là qui domine. Je ne sais pas comment était réellement le Real à cette époque. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu chaque année, dans les grandes années du Barça, de quoi être un vrai rival au Barça. Ça, Fred le sait peut-être mieux que moi. Mais au niveau européen, le Barça, en démonstration complète, si on prend la finale, par exemple, qu'il gagne en 92, c'est pas vrai. Parce que cette finale-là, ils ont face à eux une équipe de la Samp qui est extraordinaire, qui elle aussi a un entraîneur très fort, moins célèbre, moins connu, mais qui est Vujadin Boskov. Et cette Samp-là, elle est fantastique, vous en souvenez, avec Mancini, avec Vialli, Lombardo, Virkewood. C'est une super équipe qui domine et qui, franchement, si elle gagne la finale, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, le Barça ne fait même pas la différence dans le jeu. Ils font sur coup franc, parce que je crois que Koeman doit marquer un but. Je sais pas si c'est dans la prolongation. C'est une grosse frappe bien lourde. En prolongation. Après, il y a, à l'époque, c'est pas les deux premiers qui font la Ligue des Champions, c'est le premier, donc qu'il n'y soit pas chaque année, on peut. Et après, ça t'en as parlé déjà, il y a la fameuse finale de 94 où il prend une leçon. Alors après 95, ils perdent contre le PSG, on dit que le Barça est déjà un peu sur la pente descendante à ce moment-là, mais en Europe, il n'y a pas eu une énorme domination sur une période donnée comme on a pu avoir avec le Barça de Guardiola, le Real en ce moment, le Milan de Sacchi qu'il a gagné deux fois de suite et qui était quand même qui a été présent pendant de longues années. C'était moins net. Est-ce que c'était dû au fait qu'il soit malgré tout un peu fermé et plus que dogmatique, peut-être, et notamment à cette volonté pratiquement des fois ne pas défendre du tout dans certains matchs, quoi. Et en Europe, c'était peut-être plus compliqué. Christophe, le mot de la fin pour toi, vas-y. Ouais, l'exemple de ça, c'est un match contre le Dynamo Kiev où ils perdent 3-1 au match aller et ils gagnent 4-1 au match retour, mais ils peuvent gagner 10-1. C'est une domination absolue. C'est une équipe qui pouvait jouer de manière incroyable, qui pouvait vraiment atteindre des sommets très très élevés. Mais il y a certains matchs de championnat où c'était des 0-0 et c'était très tard. Il manquait vraiment une grosse régularité. 3 de leurs 4 titres de champion sont à la dernière journée vraiment sur le fil. Donc finalement, le palmarès de cette équipe-là, il est presque chanceux finalement, parce que voilà, il y a le penalty de la Gorine dont tu parlais tout à l'heure. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais si on prend, donc nous, notre angle, bien sûr, c'est les Ligas de Tenerife, où le Real perd 2 années de suite contre le Tenerife de Valdano. Oui, avec des trucs de fou aussi. C'est des trucs de fou, ça. Christophe, merci. On retrouve tout ça dans le bouquin. Hyper important. Très vite. Christophe a confirmé.
Cruyff n'avait pas son diplôme d'entraîneur. Il n'a pas passé de cours. Le diplôme a été offert par le président de la fédération hollandaise et il a refusé de le passer. Ouais. C'est bon ça. Merci Christophe, merci beaucoup. Je rappelle que le bouquin est aux éditions Solar. C'est clair, mais il y en a beaucoup. Hein. On continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de Valérie Lobanovski, légendaire entraîneur du Dynamo de Kiev, mais aussi de Elenio Herrera et l'Inter, bien sûr, entre autres entraîneurs. Dans quelques instants, le quiz, les gars. Jérôme Rotten va-t-il surfer sur sa remontada? Daniel Riolo sera-t-il ce soir enfoncer les clous quand il faut? Vous le saurez dans quelques instants. Fredo, merci. Rien du tout. Adios, Chicos. Et à très vite.